Bonsoir à toutes et tous, bienvenue. Il s'agit de la troisième rencontre de notre salon jungien que nous définissons comme un espace de rencontre et d'échange pour discuter et réfléchir ensemble sur des thématiques diverses à travers du prisme de la pensée de Carl Jung. Et ce soir, on a le plaisir d'avoir avec nous le docteur Valentin Ray, qui est psychiatre à Lyon, et le nôtre Miguel Duarte, qui fait partie de l'organisation du salon. Le thème qu'on a choisi, c'était, on a trouvé le titre de Société narcissique, mais l'idée, je crois que c'est d'examiner un peu le narcissisme en rapport avec l'actualité. Donc c'est Valentin qui va commencer sa présentation avec le titre je vois c'est Société contemporaine et narcissisme pathologique. Ensuite Miguel va apporter une autre réflexion et on aura le temps après pour discuter, se poser des questions, débattre et réfléchir ensemble. Je te laisse la parole. Allez, j'ai déjà un micro, moi. Bonsoir à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce qu'il faut que je me lève ou si ça vous va? C'est bon. Donc moi, je suis Valentin Ray, je travaille à Lyon. Je suis psychiatre depuis le mois d'octobre, puisque j'ai soutenu ma thèse qui était encadrée par le docteur Blais qui est absent ce soir et le docteur Duarte qui est présent. Mais j'ai pas encore fini mes études. Je suis en dernière année de cursus. Donc je suis pas encore sorti des études. Je travaille à l'hôpital du Vinatier à Lyon et j'ai fait ma thèse sur le sujet du narcissisme et du lien qu'on peut faire avec la société moderne. J'ai repris d'ailleurs pour la première partie de cette présentation une grande partie du diapo que j'avais présenté pendant ma soutenance, qui sera un peu épuré, mais globalement ce sera ça pour la première partie. L'idée c'était d'essayer de vous parler un petit peu des liens qu'on peut essayer de faire entre la structure profonde de la société, dans ses constructions sociologiques, économiques, et les conséquences que ça peut avoir dans la personnalité un petit peu a priori de la société que ça peut former, c'est-à-dire avant les autres déterminations qu'on va traverser durant notre vie. Donc vous parlez un petit peu de ça en première partie, et puis en seconde partie, sur un truc un peu plus informel, j'ai essayé d'explorer le sujet de comment est-ce que la société, quand elle est traversée par tous ces traits-là, va réagir sur le plan plutôt culturel cette fois, à de potentiels traits narcissiques qui seraient imprimés de façon un peu systématique dans les individus. Donc, pour commencer, on va parler justement de la société, de sa forme un peu infrastructurelle et puis de son lien qu'on peut faire avec le narcissisme. Société et narcissisme, ça allie donc deux concepts qui ont quand même des échelles assez différentes, une sociologique et une psychologique. Et la première difficulté qu'il peut y avoir à essayer d'analyser un tel sujet, c'est que la psychiatrie, surtout dans ses outils psychodynamiques et psychanalytiques, traite plus des individus que des groupes. En fait, l'esprit collectif reflète plus directement les besoins du groupe dans son ensemble que les demandes directes psychiques de l'individu. Ces demandes sont plutôt subordonnées au fonctionnement du groupe et au fonctionnement de la collectivité. C'est là que du coup, la sociologie est intéressante, puisqu'elle permet de clarifier par une étude des faits sociologiques comment est-ce que l'individu va réagir quand on lui apprime des fonctionnements de la société, des fonctionnements culturels, des fonctionnements économiques. Donc, globalement, pour parler un peu de ce sujet, on va déjà définir ce que c'est que les conceptions psychiatriques et sociologiques de la personnalité. Et puis, on essaiera d'expliquer pourquoi c'est intéressant d'essayer de les articuler entre elles. On reviendra sur une analyse qu'on avait formulée au sein de cette thèse sur la relation qu'on peut faire entre l'évolution des sociétés et justement l'évolution des personnalités. On verra quelle forme les conditionnements économiques et sociaux pourront donner aux conditionnements psychiques. Et puis, on essaiera de voir qu'est-ce que ça peut avoir tout ça comme conséquence pratique en sortant de la théorie. Alors pour ce travail, on était parti d'une revue que surtout le docteur Duarte et le docteur Blais avaient fait sur le narcissisme, en essayant de reprendre un petit peu toutes les données contemporaines sur comment est-ce qu'on conceptualise le narcissisme, les données épidémiologiques,
les dernières conceptualisations, les traitements, pour essayer de définir cliniquement ce que c'était que le narcissisme et pas trop s'éloigner quand même de la vraie définition quand on allait partir dans des arguments plus philosophiques ou sociologiques. En ce qui concerne les théories de la personnalité, on s'est plutôt référencé aux travaux de Kernberg notamment. Et on a résumé les dernières conceptualisations du narcissisme pour le définir en expliquant que c'est véritablement une contingence de l'estime de soi. C'est vraiment ça le cœur du narcissisme, c'est-à-dire une estime de l'individu qui fluctue. Alors c'est normal qu'une estime fluctue. Si elle ne fluctue pas, c'est un problème, c'est un autre problème. Mais elle fluctue chez le narcissique de façon trop importante. Elle fait des pics trop hauts et des creux trop bas parce qu'elle est déconnectée de la réalité. Elle est trop déconnectée de la réalité et elle est dépendante, comme on va le voir, de la valorisation par l'environnement social. Et c'est ça qui va créer ces vagues de trop d'estime et de trop peu d'estime, cette vulnérabilité du fonctionnement de l'estime. La valorisation par l'environnement social, ça fait poindre déjà l'idée qu'on va pouvoir raccorder ça avec la sociologie, parce que le regard d'autrui, il passe à travers des filtres qui sont sociaux, économiques, et justement, en comprenant ces filtres socio-économiques, on peut voir pourquoi est-ce que le regard extérieur peut avoir une importance sur l'individu. Donc on avait vraiment mis l'intérêt sur la vulnérabilité du fonctionnement de l'estime narcissique, qui est négligée un petit peu dans la façon dont on appréhende dans le diagnostic les patients narcissiques, parce qu'on les voit souvent, comme d'ailleurs dans vu plus vulgairement, on voit souvent les narcissiques comme des gens qui sont très sûrs d'eux-mêmes, suffisants, qui sont parfois arrogants, qui manquent d'empathie. Ça, c'est un mode du narcissique, le mode grandiose, qui existe, mais qui ne permet pas de vraiment saisir ce que c'est que le fond de la pathologie narcissique, qui est vraiment ancré dans la vulnérabilité de l'estime de soi, et on va en reparler. Donc c'est un trouble psychiatrique qui est associé à d'autres comorbidités psychiatriques, à des comorbidités addictologiques, à un niveau sévère de handicap, et qui a une origine, comme dans tous les troubles psychiatriques, multifactorielle, qui est tributaire d'une part génétique, notamment en lien avec l'impulsivité émotionnelle, puisque les dysrégulations émotionnelles peuvent embarrer le développement des capacités de mentalisation, c'est-à-dire la capacité de se représenter ses états mentaux et ceux d'autrui, donc de tisser des relations qui sont plutôt saines et comprises par l'individu. Donc une contribution génétique, une contribution de ce qu'on appelle les interactions précoces, c'est-à-dire les interactions qu'on va avoir et répéter avec nos pourvoyeurs de soins quand on est enfant, globalement nos parents, qui vont, en se répétant, former des schémas, qui vont fabriquer des styles d'attachement, qui vont être plus ou moins sécures ou insécures, et sur lesquels après on va baser nos futures relations. Et puis de détermination sociologique, parce qu'encore une fois, les interactions qu'on a avec les gens, elles sont filtrées par les phénomènes sociaux et économiques. Donc il faut s'y intéresser. Alors comment est-ce que la société peut modeler une personnalité ? Toutes les sociétés reproduisent une partie de leur culture dans les individus, en participant à la personnalité que Durkheim définissait comme un individu socialisé. Chaque société va à sa manière tenter d'aider les individus à résoudre tous les événements psychiques qui vont traverser au cours de leur vie, la séparation, l'abandon, la mort, la peur, la compétition. Et la manière dont elle va favoriser, sélectionner et structurer ces réponses va induire une espèce de déformation psychique au niveau individuel par l'élément culturel. Donc ça va former une certaine forme de caractéristiques de personnalité. La personnalité, c'est globalement la totalité du moi, c'est-à-dire en comprenant les caractéristiques qui sont héritées, le tempérament, et les caractéristiques qui sont issues de l'expérience. Au sein de ce tout, le caractère, c'est justement la part qui est issue de l'expérience, et cette expérience, elle est elle-même conditionnée par des facteurs sociaux et historiques. À partir de ce moment-là, il est possible de considérer qu'il y a un caractère social, c'est-à-dire une subdivision du caractère qui est générée par l'expérience des groupes sociaux. Et si on veut comprendre véritablement les relations entre les gens à partir de ce moment-là, eh ben, il faut s'intéresser aux déterminismes sociologiques qui les sous-tendent. C'est pas la même chose de parler avec son père que de parler avec son frère, que de parler avec son fils. C'est pas la même chose de parler avec son patron que de parler avec un collègue, que de parler avec un inférieur hiérarchique. C'est pas la même chose de parler avec le pape qu'avec un évêque, qu'avec un autre paroissien. Ça implique des colorations symboliques, hiérarchiques, sociales, économiques qui sont différentes. Donc si on veut comprendre ce qui sous-tend les relations entre les gens, il faut comprendre les implications socio-économiques, culturelles qu'il y a derrière. Alors, quels sont véritablement ces déterminismes qui viennent modifier une part de caractère et constituer un caractère social? Il y a un sociologue qui s'appelle David Riesman qui a écrit un livre dans les années 50 qui s'appelle La foule solitaire, dans lequel il étudie justement l'évolution de la part sociale du caractère de l'homme occidental
en fonction de l'évolution des sociétés, et il en a déduit 3 archétypes successifs qui se sont succédés depuis le Moyen-Âge. Déjà, une détermination qu'il appelle traditionnelle, qui est caractérisée dans les sociétés primitives par un fort conditionnement culturel de l'individu. C'est-à-dire qu'il y a un ordre social qui est inéluctable parce qu'il assigne à chacun des modes très précis, typiques, d'être, d'agir, de se représenter, ce que la sociologie appelle un ethos, et dont va découler un ordre social qui est évident et inéluctable. À cet égard, le livre La République de Platon est paradigmatique parce qu'il explique comment la société idéale devrait être fondée en incarnant les principes métaphysiques dans l'organisation de la société. Et ça donne la doctrine des castes, c'est-à-dire une doctrine dans laquelle on donne à chacun une place dans la société, qui n'est pas seulement un groupe social, mais qui est une fonction dévolue dans le public et dans le privé qu'il doit respecter. David Reisman dit « La société traditionnelle élabore chez ses membres les plus typiques un caractère social dont la conformité est assurée par leur tendance à suivre la tradition. » Ça veut dire que l'ordre social est très stable et ne change pas. Alors, il met ça en relation avec le fait qu'il y a une grande stabilité démographique dans ces sociétés et que ça ne fait pas de pression sur les cadres structurants des sociétés traditionnelles. Après, il nous parle de la société qu'on appelle introdéterminée, c'est-à-dire qu'il dit qu'à partir de la Renaissance, justement à cause de la forte croissance démographique qu'ont connue ces sociétés, il va y avoir une pression sur les cadres culturels, socio-économiques des sociétés, notamment à travers le libéralisme, on en reparlera tout à l'heure. Et ça va rendre possible une plus grande mobilité des individus, une accumulation plus rapide du capital, une accélération des échanges, une expansion des biens et des services. Et tout ça, ça crée une société dans laquelle il y a des opportunités inédites qui sont créées et qui vont être sélectionnées par des individus qui sont capables de la sélectionner, c'est-à-dire des individus qui ont une espèce de ce que Reisman appelle un gyroscope psychologique intérieur qui leur permet de s'orienter plus vite et de façon plus fluide. Et du coup, ils vont être sélectionnés culturellement parce qu'ils vont saisir ces opportunités et leur caractère va se répandre. Il dit la société introdéterminée développe un caractère social dont la conformité est assurée par leur tendance à acquérir très tôt un ensemble de buts relevant de la vie intérieure. Donc ça, c'est pour l'introdéterminé. Et puis, il dit qu'il y a différents facteurs, notamment au XXe siècle, la consommation, l'urbanisation, la centralisation de la société, le passage à une économie tertiarisée de services, l'essor des médias de masse, etc. Les raisons d'émergence d'un nouveau caractère social qu'il appelle extrodéterminé, dont la conformité, selon lui, est assurée, je le cite, par la réceptivité aux espoirs et aux préférences d'autrui. Ça, c'est fondamental parce que ça veut dire que les individus extrodéterminés sont influencés par leurs contemporains et intériorisent leur dépendance à leurs contemporains. C'est-à-dire qu'ils apprennent à réagir, on apprend à réagir, à un cercle de personnes beaucoup plus vaste que celui de nos proches parents. Et à partir de ce moment-là, les déterminants sociologiques de nos comportements sont moins issus d'organisations axiologiques, morales, qu'on aurait intériorisées, qu'on aurait fait nôtres, que de la perception extérieure. Donc globalement, cette évolution de la société, elle aboutit à ce que ce qui nous détermine dans nos actions, ce soit moins des fonctionnements qu'on a intériorisés, qu'on a fait nôtres, que le regard d'autrui. Ça, c'est un processus dont on ne va pas pouvoir détailler tous les soubassements, mais qui va changer en fait tous les fonctionnements interpersonnels et qui va s'exprimer partout, et notamment en promouvant à l'extrême l'importance de l'image de soi dans la société. Dans notamment les 2 grands domaines de l'expression de l'économie capitaliste qui structurent la société moderne, c'est-à-dire la production et la consommation. Dans la production, c'est-à-dire au niveau du travail, Christopher Lasch, dans un livre qui s'appelle La culture du narcissisme, a montré comment on était passé d'une conception axiologique, c'est-à-dire morale du monde, qui était basée sur l'éthique protestante qu'avait décrit Max Weber, notamment aux États-Unis, qui considérait le travail comme un but religieux. Donc le travail, c'est un but en soi à l'époque, qui est justifié par la religion. Et par plusieurs processus, on est passé vers la réalisation de l'individu dans le travail, qui devient en fait une espèce de moyen de se réaliser soi-même, jusqu'à arriver à ce qu'il appelle l'accomplissement personnel, à travers la compétition et la séduction au XXe siècle, quand à cause de la bureaucratisation des carrières, il y a eu tellement d'individus qui étaient en concurrence les uns avec les autres, que l'essence de l'avancement personnel à ce moment-là se résumait plus simplement aux compétences des gens, mais à la capacité qu'ils avaient de promouvoir leurs compétences et donc de séduire les gens sur le marché du travail en construisant une image avec laquelle ils allaient pouvoir séduire autrui. Donc importance de l'image de soi sur le marché du travail, et puis en raison de l'évolution du capitalisme, importance de l'image de soi à travers la consommation. Les individus se comparent désormais entre eux et le font globalement moins en fonction du travail qu'ils produisent qu'en fonction que des objets qu'ils possèdent.
Ça, Guy Debord en fait la raison d'une nouvelle socialisation en expliquant que la société fonctionne autour des apparences qui sont construites par la consommation. Parce que consommer un objet, c'est pas seulement l'avoir dans la main, dans la poche ou chez soi, ça implique plein de phénomènes au plan psychique et surtout au plan symbolique. Et il explique que la publicité encourage les gens, par exemple, à acheter des objets pour s'approprier leur image marketing. C'est ce que Thorstein Veblen appelle la consommation ostentatoire, c'est-à-dire une consommation qui a pour but de mettre en évidence mon statut social ou mon mode de vie, ou de faire croire aux autres que j'ai un tel statut social ou un tel mode de vie. C'est-à-dire de créer une image qui va me permettre de séduire autrui et qui sera jugée par autrui, et qui va donc déterminer, dans le cadre de l'extrodétermination, mon estime de moi. Donc, les objets, à partir de ce moment-là, participent de l'ordonnancement des relations sociales et donc des relations intersubjectives. À partir de là, il y a des auteurs qui disent cette personnalité extrodéterminée, c'est pas la personnalité moderne, parce que ce serait simplement une personnalité de transition vers la personnalité qui serait selon eux vraiment moderne, c'est-à-dire la personnalité individualiste. Il y a beaucoup de débats depuis plusieurs dizaines d'années sur le fait de savoir si dans la modernité on n'est pas des individus qui sont effectivement individualistes, déconnectés du groupe symboliquement et cognitivement, ce qui expliquerait, selon certains penseurs, l'envahissement de la sphère publique par l'affirmation des identités privées et des revendications individuelles. Et certains sociologues se disent c'est incohérent avec le fait de dire qu'on est extrodéterminé, parce que si l'extrodétermination c'est de dire qu'on est très en lien, voire trop en lien avec les gens et qu'on est déterminé par la société, comment est-ce que ça c'est cohérent avec le fait de dire qu'on est devenu individualiste et coupé du groupe? En fait, nous dans ce travail, notre position c'était plutôt de dire que la recherche d'individualisme et de solipsisme par l'individu, elle tire moins son origine dans la disparition de la dépendance que justement dans son accentuation. En fait, l'individu contemporain se voit tellement soumis à son environnement, à qui il remet l'évaluation de son estime de lui-même et qui essaie de le déterminer mécaniquement, qui va essayer de fuir cette détermination et ce lien trop important et cette dépendance trop importante dans une espèce d'autarcie. Il se coupe volontairement du reste de la société par réaction. Et dans ce cadre-là, l'individualisme peut être compris comme une espèce de mécanisme de défense vis-à-vis de cet envahissement qui est trop important, qui exprime donc pas une nouvelle personnalité, mais bien une réaction au sein de l'extrodétermination envers une dépendance qui est devenue trop accrue et contre laquelle on se défend. Donc c'est cette extrodétermination qui va générer des réactions psychiques chez les individus et qui va modeler leur personnalité. Donc dans le travail, on avait essayé de montrer que la société moderne était marquée par un état de forte dépendance de l'individu dans tous les domaines de la société, à travers l'organisation du travail, de la consommation, du marché de masse, de la technologie, de ce que Christopher Lasch appelle l'état thérapeutique, c'est-à-dire toutes les institutions qui vont donner aux individus des conseils sur le plan nutritionnel, la santé mentale, la santé physique, comment se comporter, comment élever ses enfants, comment penser politiquement, etc. Et aussi à travers la généralisation de l'observation du moi par autrui, à travers les réseaux sociaux, à travers l'évaluation au travail, etc. Et globalement, cette dépendance généralisée dans tous les domaines de la vie quotidienne va donner à autrui les clés de la régulation de l'estime de soi. C'est-à-dire que ça va renforcer chez l'individu le désir dialectique d'autarcie, une volonté de nier cette dépendance dont il veut plus. J'en ai marre que mon estime soit déterminée par le regard d'autrui, j'en ai marre d'être déterminé par l'environnement, j'en ai marre d'être dépendant de mon environnement, donc je me coupe de cet environnement et je fonctionne de façon autarcique. Et c'est ça qui nous permet de relier avec le narcissisme. Le narcissisme, globalement, le narcissisme primaire, c'est une phase de dépendance réelle aux parents, notamment à la mère, parce que le nourrisson est vulnérable et qu'il a besoin des pourvoyeurs de soins. Mais c'est une phase de vécu autarcique dans le sens où le nourrisson n'est pas encore capable de faire la différence entre ce qui tient de son vécu psychique individuel et de la réalité extérieure avec laquelle il n'a pas encore tracé la limite. Donc, dépendance réelle, mais vécu autarcique. Le narcissisme secondaire, qui provient avec le développement de l'individu, provient de la reconnaissance de cette dépendance à autrui, parce que en grandissant, on reconnaît ce qui tient de nous et ce qui est de l'extérieur, donc on reconnaît qu'on est dépendant d'autrui, mais une volonté de retourner à un fonctionnement autarcique, parce qu'on n'a plus envie de dépendre de personne. Donc on reconnaît qu'on est dépendant, mais on veut revenir à un état d'autarcie au sein de laquelle je me donne à moi-même une image grandiose, qui est parfaite, qui n'a pas besoin d'être validée par autrui, et je donne à autrui une image qui est soit totalement bonne, soit totalement mauvaise, en fonction de
les rapports qu'ils ont avec mon estime de moi. Globalement, j'ai été critiqué par Pierre au travail. Je rendais un rapport, il m'a critiqué devant tout le monde. Ça a fait chuter mon estime de moi, parce que je suis très sensible à son avis. Donc, je me fais un monde autarcique, psychique, dans lequel je me dis que, en fait, cette critique n'était pas légitime. Je suis quelqu'un de très bien, je suis très bon, mon rapport était parfait. Pierre, j'en fais quelqu'un de très mauvais. C'est un mec incompétent, pas sympa, il n'a pas d'amis. Je l'évacue de mon monde psychique, ou alors j'en fais une image très dévalorisée. Et inversement, tous ceux qui me font des compliments, je les idéalise et je les inclus dans mon monde psychique. Donc comme ça, je me construis une réalité que je contrôle totalement. Et je rassure mon monde psychique de cette manière. Seulement, ce fonctionnement-là, il va créer une distance avec l'environnement réel, parce que je vais refuser une part de l'environnement qui ne me plaît pas. Globalement, ce qui me critique et ce qui atteint mon estime de moi. À force de fonctionner comme ça, dans mon monde psychique, subjectif, à force de sélectionner ce qui me va et d'éliminer ce qui ne me va pas, eh ben, je m'éloigne de la réalité. Et globalement, c'est ce rapport à l'environnement qui va modifier la personnalité et qui va repousser l'individu vers son monde psychique interne. C'est ça le fonctionnement globalement coupé de la réalité du narcissique. Et le but de la psychothérapie, ce sera de réarrimer l'individu à la réalité. Alors globalement, ce qui arrive normalement un individu à la réalité, c'est ce qu'on appelle le phénomène transitionnel. C'est-à-dire un phénomène qui permet de relier ma réalité psychique, qui est subjective, avec l'environnement, la réalité objective, qui elle est intransigeante face au fantasme, et qui va entraîner du coup leur désillusion progressive. En fait, les idées de grandiosité, les fantasmes et mes représentations subjectives, au fur et à mesure de mon développement, elles vont buter contre l'intransigeance de l'environnement, ce qui va me sortir de mon autarcie et me relier au réel. Pierre qui m'a critiqué, j'en ai fait un individu mauvais, méchant, imbécile, sans amis, et puis je retourne au travail, et au travail, on fait des compliments sur Pierre, je le croise, il me sourit, finalement il n'est pas si méchant, il m'offre un café, je discute avec mon patron, il me montre un rapport de Pierre qui a l'air bien fait, et en fait, à force de confronter mon image très négative de Pierre que je me suis fait subjectivement face à la réalité qui m'est répétée, je commence à voir qu'il y a une distance entre les deux, et mes fantasmes s'effritent, et petit à petit je commence à comprendre que s'il y a une distance entre les deux, c'est parce que mon image est biaisée. Donc je me raccorde progressivement à la réalité. Globalement, en grandissant, ça c'est un phénomène qui passe chez l'enfant par un objet transitionnel, le doudou, qui lui permet de faire la transition entre le subjectif et l'objectif, mais qui après dépasse le besoin de l'objet parce que les phénomènes transitionnels vont se répandre dans le domaine culturel tout entier, à travers le jeu, la fabrication, le travail, la créativité. Mais ça, c'est des activités qui sont réglées par la société et qui peuvent être abîmées, qui peuvent être réduites, qui peuvent être détruites. Et donc cette ère, si elle est trop réduite, ça va entraîner un effondrement de ce phénomène transitionnel et donc une diminution des capacités à lier le psychisme avec l'environnement. C'est justement ce qu'on a essayé d'analyser au sein de cette thèse. On avait essayé de montrer que il y a différents mécanismes dans la société qui dégradent cet espace transitionnel par le retrait globalement des modalités de l'expérience pratique des individus. Et qu'en même temps, l'environnement devenait de plus en plus soumis aux fantasmes des individus. C'est-à-dire qu'il perdait son intransigeance. Par exemple, la consommation. La consommation, j'appuie sur un bouton, le lendemain matin, je suis livré d'un objet dont je ne connais rien du process de production, dont je ne connais rien de la provenance et qui m'arrive comme par magie. La technologie aussi, après le scientisme du 19e siècle, il y a eu toute une période qui perdure encore, qui fait croire à l'individu moderne, qui peut modifier à l'envi la nature, tout son environnement, pour la conformer à ses exigences. Il y avait des conférences dans les années 50 qui sont citées par Christopher Lasch, où il y avait des généticiens éminents qui disaient que sous 15-20 ans, on allait pouvoir vaincre la mort. Donc tout ça, ça donne l'impression à l'individu que ces fantasmes doivent être exaucés par la réalité objective, qui doit se plier à sa réalité psychique. Et donc globalement, tout ça, ça aboutit à une persistance des représentations internes et une validation du subjectivisme de l'individu qui n'est plus limitée par l'opposition objective du monde réel. L'objectivité du monde ne vient plus casser les fantasmes et le fonctionnement interne de l'individu. Ça, pour conclure, ce que ça a comme conséquence, c'est que le fonctionnement de l'individu, notamment son rapport à l'idéal, va être changé. C'est-à-dire que le rapport à l'idéal de l'individu, pour devenir mature, normalement, il doit subir une évolution et se confronter à la réalité. Le but, c'est que l'idéal nous permette, notre idéal à nous permette de transformer la réalité pour y trouver des satisfactions qui sont incomplètes, qui sont immédiates, mais qui reposent sur la réalité. C'est ce qu'on appelle la voie longue. Longue, pourquoi ? Parce que si je suis insatisfait de mon travail,
que je m'entends pas bien avec mes collègues ou que j'aime pas trop ce que je fais, eh ben, je vais me dire, bon, il faut peut-être que je change de poste, que je travaille plus, que je m'améliore, que je gagne en compétences. Et ça, c'est un chemin qui est long, mais qui petit à petit va faire qu'au fil des semaines et des mois, eh ben, je vais investir mon travail, gagner en compétences, être fier de moi, gagner un peu plus d'argent et pouvoir avoir une certaine rétribution réelle. Plutôt que de faire ça, si jamais je poursuis une espèce d'idéal absolu par mes représentations et par le fantasme, je me coupe de la réalité et je m'éloigne de cette réalité. C'est-à-dire que je me dis, si ça se passe pas bien au travail, c'est parce que les gens sont des abrutis, mon patron comprend rien à rien, si je voulais en claquant des doigts, je deviendrais le directeur de la boîte, sauf qu'à force de faire ça, ben, j'investis mes fantasmes, mais je change pas la réalité. Et c'est ça le moi idéal grandiose du narcissique, c'est-à-dire que ça devient une image que je dois maintenir en permanence, même de façon illusoire, en tant que condition absolue de la conservation de mon estime de moi. Et ça, c'est une structuration binaire qui provoque un sentiment de supériorité chez le narcissique, c'est ça la grandiosité narcissique, mais qui va, quand ça va rentrer en conflit avec la réalité, entraîner un effondrement narcissique total, parce que la réalité contredit ce fantasme. Et plus la grandiosité de l'image du moi va l'élever illusoirement, plus l'irruption du réel va la faire chuter de haut, et c'est ça qui va engendrer une violente chute de l'estime narcissique. L'idée centrale là, et le lien avec la société, c'est que le soi grandiose imaginaire, il est stimulé par la société contemporaine, par les modèles esthétiques, par les modèles de richesse, par les magazines People, par les réseaux sociaux, etc. Et en même temps, l'état de dépendance réelle et de non-réalisation de l'individu est entretenu parce que l'individu est bloqué dans ses fantasmes, et donc il n'investit pas vraiment le réel. Et la société va travailler à accentuer cette distance entre ces deux pôles, et la réalité va persister, et la décevante confrontation avec celle-ci va entraîner des grandes variations pathologiques de l'estime de soi. Et c'est ça qui donne la clinique du narcissique. Donc l'individu, en conclusion, est poussé au retrait relationnel au bénéfice de l'investissement de ses représentations internes, de ses fantasmes et de sa subjectivité. Et l'effondrement de la transitionnalité, de ce qu'il arrive normalement à la réalité, ça va entraîner une dégradation de sa capacité à justement investir cette réalité, à la changer et à la rendre satisfaisante. Et comme l'estime est plus bornée par le réel, elle est simplement volatile et évolue au gré de l'extrodétermination et de mes fantasmes, elle va fluctuer pathologiquement, et ça c'est une conséquence surtout de l'extrodétermination et de la vulnérabilité au jugement d'autrui. Donc globalement, c'est ça qu'on peut dire sur le lien entre l'infrastructure de la société, ses conditionnements socio-économiques, et ce que ça va tracer dans la personnalité moderne, c'est-à-dire l'extrodétermination, la vulnérabilité au jugement par autrui. Globalement, c'est ça qu'on peut dire sur la première présentation. Je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse une petite pause avant la deuxième ou non. Ok. Alors, sinon on continue. Ouais. Ça vous va? Globalement, ce qu'on a dit là, c'est quand même très basé sur des arguments qu'on pourrait dire infrastructurels, parce que pour parler de tout ça, je me suis basé sur des sociologues qui ont beaucoup écrit dans les années 50, 60, 70 et qui sont très traversés par l'idéologie marxiste et qui donnent des arguments intéressants, mais qui, à mon avis, parfois souffrent d'un angle mort qui est que dans ce prisme, très souvent, il y a l'idée que l'infrastructure, c'est-à-dire les rapports sociaux et économiques, vont déterminer toute la superstructure, c'est-à-dire tous les éléments culturels. Or, à mon avis, l'élément culturel, la philosophie, l'épistémologie, la culture qui est produite par une société, elle va aussi avoir des conséquences sur l'aménagement d'une société et notamment l'évolution des traits de personnalité. L'idée là, c'est justement de se poser la question de savoir une société qui est constituée d'individus qui sont traversés par une telle vulnérabilité au jugement d'autrui, va forcément essayer sur le plan justement culturel de trouver des aménagements, des réponses pour répondre et se défendre contre ce jugement par autrui. Pour parler de ça, avant de parler de théorie, je préférais partir de choses un peu pratiques que j'ai pu observer dans mon quotidien, d'événements que j'ai trouvé un peu paradigmatiques et qui peuvent paraître un peu clivants, mais sur lesquels on ne donnera pas d'avis politique. Simplement, je trouve qu'ils sont intéressants pour illustrer le propos. J'ai travaillé il y a quelques semestres dans un service de post-urgence dans lesquels on hospitalisait les gens pendant 3 à 4 jours dans des contextes de crise suicidaire ou de crise psychique plus générale. Et on faisait beaucoup de bilans systématiques chez ces personnes.
Et en discutant avec mes chefs d'un sujet qui m'avait marqué, ils m'expliquaient que ça faisait quelques années que de plus en plus souvent, des individus, des patients, refusaient les diagnostics qu'on leur faisait, en expliquant que ces diagnostics, même des diagnostics somatiques, voire des diagnostics par exemple sur le plan diététique, étaient pour eux, par exemple un diagnostic de surpoids, d'obésité ou d'obésité morbide, n'était pas quelque chose d'objectif, mais était une subjectivité qu'ils ne reconnaissaient pas. C'est-à-dire, ils pouvaient dire, l'IMC c'est une construction statistique, donc je ne reconnais pas la viabilité. Je considère que c'est une subjectivité certes dominante, certes institutionnalisée, mais qui ne me paraît pas valable. Donc vous me dites que je suis en surpoids ou en obésité morbide. Moi, je considère que ça n'est pas quelque chose d'objectivement montré par la science. C'est une subjectivité très souvent associée à des idées politiques, par exemple patriarcales, qui voudraient conformer mon corps selon une certaine norme que je ne reconnais pas. Je travaille en ce moment à l'unité mère-bébé au Vinatier. On prend en charge des patientes qui ont des difficultés interactionnelles avec leur nouveau-né pour éviter les troubles de l'attachement, mais on fait aussi des prises en charge pour des patientes enceintes ou même en préconceptionnel. Et on est amené de plus en plus souvent à prendre en charge des patientes qui souvent passent par des parcours de procréation médicalement assistée et qui viennent avec des buts de parentalité qui sont parfois très virulemment opposés à ce qu'elles appellent la parentalité dite normale. C'est-à-dire qu'elles considèrent, et elles l'expliquent avec une rhétorique qui est souvent construite, que le couple parental normal, un père, une mère, c'est quelque chose qui n'a pas à être considéré comme normal et qui veulent parfois faire des PMA donc seuls, parfois des jeunes femmes très jeunes, de 18 ans, qui n'ont jamais eu de rapport sexuel, des gens qui veulent faire des enfants à 3. On a le cas en ce moment d'une jeune femme qui fait une PMA et qui veut constituer une espèce de cellule parentale à 5 personnes, entre amis, donc 2 hommes et 3 femmes, avec le but d'expliquer à l'enfant qu'il a 5 parents et qu'elle ne dira pas à l'enfant laquelle des femmes a porté l'enfant. Donc, envie de construire une parentalité sur un fonctionnement qui ne veut pas se comparer à ce qu'on appelle le couple normal et qui considère que ce couple dit normal ne l'est pas. À la faculté où je suis encore des cours, on a des séminaires souvent, on en a eu un il y a quelques temps sur l'ethnopsychiatrie et on nous expliquait, en tout cas un psychiatre nous expliquait que le DSM pouvait être compris comme un contre-transfert ethnoculturel du monde blanc vers le monde des populations du Sud. Et qu'on devait, en tant que nouveau psychiatre, considérer en toute relativité que la façon dont un marabout, par exemple, ou un imam prenait en charge un patient avait la même validité épistémologique que le positivisme avec lequel on travaillait avec le DSM, par exemple. On a eu une psychologue qui nous a fait une conférence nous expliquant que le DSM, c'était une construction misogyne et que, par exemple, le trouble borderline, c'était une façon pour le patriarcat de contrôler les comportements dans ce qui était établi comme une norme du comportement féminin. Et globalement, en France en tout cas, il y a beaucoup de débats sur les sujets du relativisme de l'expression de genre, le relativisme culturel, le relativisme esthétique, dans toutes les couches de la société et même au niveau politique. Donc objectivement, il y a quand même une critique assez virulente parfois du concept de normalité, qui traduit à mon avis une crainte sous-jacente du concept de norme, parce que la norme, c'est ce sur quoi se fonde le jugement d'autrui. Et au temps de l'extrodétermination, le jugement d'autrui, c'est justement ce qui est le plus craint parce que ça atteint directement une estime de moi qui est devenue contingente. Donc face à ça, comment les individus vont pouvoir réagir? Comment est-ce qu'on se défend contre un jugement basé sur la norme quand par définition, dans la société extrodéterminée, le jugement est partout? Eh bien, il faut détruire la norme sur laquelle est fondé ce jugement. Et comment est-ce qu'on détruit une norme? Eh bien, en lui retirant sa qualité d'objectivité. C'est-à-dire qu'on dit, la norme n'est plus un fait, c'est un avis, dont la subjectivité, bien qu'elle soit dominante, bien qu'elle soit institutionnelle, n'est plus opposable à ma propre subjectivité. Elle n'a plus de valeur généralisable sur laquelle les autres peuvent fonder un avis et juger mon estime de moi. En gros, la société qui est fondée par des individus qui veulent se défendre du jugement d'autrui sur eux-mêmes va donc sécréter les moyens superstructurels, c'est-à-dire les philosophies, les rapports épistémologiques et la culture globalement, qui leur permettent intellectuellement de se défendre contre le jugement qui les atteint en disant que celui-ci n'est que subjectif et n'a rien à leur opposer. Donc en fait, on fabrique le primat d'une certaine subjectivité sur l'objectivité du monde. Alors ça, comment est-ce que ça va se faire sur le plan concret? Si on reprend
la trichotomie qu'on a utilisée tout à l'heure entre la société à détermination traditionnelle, l'introdétermination et l'extrodétermination, et qu'on fait un peu d'histoire des idées, on se rend compte qu'au moment où l'individu va commencer à être confronté de façon assez violente à la norme, au moment de l'introdétermination, il va y avoir peu après dans les suites l'émergence de moyens épistémologiques qui vont justement lui permettre assez rapidement de nier intellectuellement la légitimité qu'aurait une norme de les atteindre. Comme une sorte de mécanisme de défense épistémologique qui leur permettrait de répondre justement aux jugements auxquels ils vont être confrontés à partir de l'introdétermination. La détermination traditionnelle correspond, selon Marcel Gauchet, à un moment d'avant l'individualisme, qui est pourvoyeur d'une personnalité qui est ordonnée par l'incorporation totale des normes collectives, ce qui assure en fait une très forte identification de l'individu envers la société, qui est ignorée, mais qui agit en permanence, c'est-à-dire que l'individu est traversé par des vecteurs de la normalité qui sont tellement immanents dans la culture, qu'ils le traversent tellement de façon inconsciente et qui sont tellement actualisés en permanence par les rites, par les normes culturelles, par les symboles, qu'il n'est pas capable de faire un pas de côté vis-à-vis de ce vecteur pour l'analyser en tant qu'objet décorticable et de créer une distance avec lui en se disant « je ne suis pas obligé de respecter ce vecteur ». Et ça crée un monde sans inconscient parce qu'il est explicitement organisé par le symbolique. Et ça évacue d'emblée les tensions en puissance qu'il pourrait y avoir entre le point de vue de l'individu et celui de la société. Ça crée une espèce de société sans surmoi. Parce que l'individu est totalement déterminé par la société. Au moment de l'introdétermination, la tradition entrave encore l'individualisme, mais ça se dessert un peu. C'est pour ça que Marcel Gauchet parle de personnalité du compromis, c'est-à-dire c'est une personnalité qui sacrifie toujours à la présidence du collectif, mais chez qui va naître une notion fondamentale qui est la liberté de choix en droit. C'est-à-dire une certaine conscientisation des déterminations qui étaient jusque-là inconscientes, une espèce d'autonomie de la volonté. En fait, l'individu commence à comprendre qu'il y a des vecteurs qui le traversent, il commence à pouvoir se décaler un petit peu de ces vecteurs et de les analyser de façon rationnelle, avec toute la condescendance que ça implique, parce que quand on commence à analyser quelque chose, on le domine et on arrive à s'en écarter un petit peu. Ça va se faire à travers plein de philosophes, au moment des Lumières notamment, et particulièrement avec Rousseau. Rousseau, c'est un philosophe qui va mettre en lumière les déterminismes sociaux, et notamment avec son concept d'état de nature. Le premier qui, en tant que long un terrain, s'avisait de dire ceci est à moi et trouva des gens assez simples pour le croire, est le véritable fondateur de la société civile. Ça, c'est son état de nature. Mais son état de nature, c'est pas tellement une période qui aurait véritablement existé, comme une espèce de période antépolitique, c'est plutôt une espèce d'hypothèse méthodologique, une abstraction critique qui lui permet d'explorer comment la nature humaine et la société évoluent ensemble. Et il explique que les conditionnements sociaux et les inégalités sociales, elles proviennent du mouvement historique et de l'évolution des conditions matérielles de l'homme. En gros, il donne un sens aux déterminations qui fabriquent les inégalités. C'est un pré-philosophe marxiste, en fait. Il fait ce qu'on appelle de la praxis. Et donc, en fait, il porte à la conscience les déterminismes qui traversent les individus. Et puis après, il y a Kant, qui perpétue son travail et qui vient dire il y a des déterminismes, l'individu peut en prendre conscience, et en plus, il a la liberté d'y adhérer ou non. Kant dit sapere aude, et le courage de te servir de ton propre entendement, c'est devenu la devise des Lumières. Ça veut dire que l'individu, par son entendement, peut comprendre les mécanismes et les déterminations qu'il traverse. Et en même temps, il dit impératif catégorique, c'est-à-dire non seulement la norme et la morale sont universelles et objectives, mais en plus les individus ont la liberté d'y adhérer ou non. Et donc ça rend les gens hyper responsables, parce que si la morale est justifiée et qu'on est libre, si on ne la respecte pas, c'est de notre faute. Donc à partir du moment où l'introdétermination se forme, l'individu se voit confronté à la norme et commence à ressentir le poids de cette norme qu'il ne ressentait pas avant parce qu'il ne se rendait pas compte de ses déterminations. Donc Kant est majeur pour ce moment-là, mais il est aussi majeur d'un point de vue épistémologique. C'est-à-dire que Kant, c'est le philosophe qui va faire la synthèse entre deux grands courants épistémologiques qui le précédaient, deux rapports à la connaissance. D'abord, le réalisme, qu'il qualifiait de dogmatique, c'est-à-dire l'idée qui avait traversé le Moyen-Âge et qui disait que la conscience pouvait saisir directement la réalité sans limite. Ça, c'est ce qu'il appelle l'enfance de la raison, quand la raison n'était pas encore consciente de ses propres limites. Il dit avoir été tiré de ce sommeil dogmatique par David Hume et son scepticisme qui, à l'inverse, dit que la raison, non seulement ne peut pas tout comprendre, ne peut même pas comprendre grand-chose, parce qu'on est tout le temps médié par nos perceptions. Donc il y a la subjectivité qui vient mettre là, et en fait on ne peut rien comprendre au monde. Et Kant dit, je vais faire une synthèse critique de ces deux opposés, et dépasser dialectiquement tout ça. C'est-à-dire qu'il va dire,
le réalisme allait trop loin, la conscience ne peut pas tout saisir, et on a une subjectivité. Mais en même temps, il va dire tout n'est pas subjectif. Pourquoi? Parce que la réalité empirique, je peux la comprendre par la raison, parce que même si je perçois à travers ma subjectivité, j'ai des moyens de connaître et de réfléchir sans passer par ma subjectivité. C'est ce qu'il appelle les jugements synthétiques a priori. On peut même produire de la connaissance comme ça. C'est les maths. Les maths, ça nous permet de réfléchir et de produire de la connaissance sans passer par la subjectivité de nos perceptions. Et il constitue comme ça son ego transcendantal, c'est-à-dire un sujet qui est capable d'unifier ses perceptions subjectives et d'en faire un tout cohérent. Et ça permet de communiquer entre nous et d'échanger sur des informations objectives. Ça met fin au subjectivisme radical qui viendrait à dire, en fait, on a tous notre subjectivité et on voit tous une réalité différente. Kant dit, nos expériences ne sont pas purement subjectives. Par son esthétique transcendantale, dans la critique de la raison pure, Kant explique que certes on a une subjectivité, mais toutes nos subjectivités à nous tous, elles sont déterminées par ce qu'il appelle les formes a priori, le temps et l'espace. Et ça c'est pareil pour tout le monde. Par son analytique transcendantale, il dit ok, on saisit par notre subjectivité, mais on saisit après à travers des concepts qui nous permettent d'ordonnancer tout ça, la causalité, la substance, la relation. Et ça permet de dire que l'individu n'invente pas la réalité, il la structure. Et qu'on peut créer un espace entre l'idéalisme, entre le subjectif et le réalisme, entre ma subjectivité psychique et l'objectivité du monde. C'est-à-dire un espace intersubjectif commun qui nous permet de communiquer. Parce que si on ne fait pas ça, tout est imposition de votre subjectivité ou imposition de la mienne. Il n'y a plus d'objectif commun sur lequel on puisse se mettre d'accord. C'est cet espace intellectuel qui permet de penser l'espace transitionnel. L'espace transitionnel, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ce qui est à l'intersection entre mon fonctionnement psychique interne et l'objectivité du monde réel. Et c'est ça qui permet aussi la construction de la confiance épistémique, c'est-à-dire de donner du crédit aux informations qui me viennent de l'extérieur, ce que je ne peux pas faire si je considère que l'extérieur n'est que subjectivité. Si tout est votre subjectivité ou la mienne, tout ce que vous allez me dire est suspect d'être votre avis à vous. Et bien globalement, ce qu'on appelle le néo-kantisme, c'est l'idéologie qui va revenir sur ce que Kant avait fait. C'est-à-dire que c'est, selon certains auteurs, une espèce de rapport épistémologique qui va infuser dans nos sociétés modernes et qui va de nouveau séparer ce que Kant avait uni, c'est-à-dire la réalité objective et mes perceptions subjectives. Ça, c'est une idéologie, une épistémologie qui va infuser dans tout un tas de philosophies de la modernité, le structuralisme, la phénoménologie, le constructivisme. On peut se poser la question de savoir si ça n'a pas traversé aussi le wokisme à travers l'idéalisme subjectif. En tout cas, c'est ce retour à ça qui est critiqué par certains auteurs. Donc, si on résume ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, d'abord, globalement, un réalisme qui explique que la raison est capable de tout saisir, qui nous vient globalement du Moyen-Âge, puis une réaction dialectique antagoniste, radicale, qui dit non, en fait, on ne peut rien comprendre. Kant qui dépasse tout ça en disant non, il faut faire une synthèse des deux. La réalité, on n'y a pas accès en soi, mais par la réflexion a priori, on peut unifier les choses. Et puis le néo-kantisme qui vient une nouvelle fois reséparer tout ça, qui vient ramener de la subjectivité. Ça, c'est critiqué par tout un tas de philosophes. Lukács, dans son livre La destruction de la raison, fait une critique de tout un tas de philosophes qui, selon lui, abondent dans ce sens, et notamment de Nietzsche, qu'il accuse d'irrationalisme. C'est une critique à remettre dans son contexte historique et politique, parce que ces auteurs-là, notamment, sont des marxistes qui expliquent que ces philosophies sont des sursauts bourgeois qui visent à empêcher l'individu de penser qu'il peut comprendre le monde et donc le sortir du capitalisme. Kluskar fait la même chose, c'est un philosophe marxiste français qui critique Searle, Sartre, Foucault, Lacan, en expliquant globalement les 4 grands piliers selon lui de ce néo-kantisme, qu'on ne va pas détailler, mais qui viennent à dire justement que l'entendement n'est pas capable de saisir l'environnement empirique par la rationalité. Alors, quelles conséquences ça va avoir? Bon, sur le plan politique, au temps de l'extrodétermination, une idéologie qui me permet de nier la norme sur laquelle est fondé le jugement, ça va me permettre de me protéger vis-à-vis du jugement. Donc c'est une épistémologie, une philosophie qui va être intellectuellement sélectionnée, plus ou moins inconsciemment, par les individus. Ce qui explique pourquoi est-ce qu'elle se répand dans la modernité. Si tout est subjectif, rien n'est objectif. Si rien n'est objectif, il n'y a pas de norme objective. Et dans ce cas-là, c'est la fin de ce qu'un sociologue qui s'appelle Martuccelli appelle les grands récits, c'est-à-dire les grands cadres moraux, les grandes religions,
qui fondaient leur légitimité sur la rhétorique d'objectivité des normes qu'elles cherchaient à imposer. Si les normes qu'elles veulent imposer aux gens sont plus objectives, ben ces grands récits s'effondrent. Et ça, c'est ce que Michéa appelle la neutralisation axiologique, c'est-à-dire c'est un processus qui fait remonter au XVIe siècle, ce qui cadre un peu avec l'introdétermination, avec ce qu'on a dit sur le rapport à la norme. Il explique qu'après une période où les grands systèmes moraux ont imposé des normes de façon trop virulente, et notamment après les guerres de religion et les horreurs que ça avait amené, il y a des gens qui ont voulu créer une espèce d'anti-système politique en disant on arrête avec la position du bien et du mal, on arrête avec le prescrit et le proscrit, on fait une société dont le paradigme c'est la liberté, qu'on définit en négatif, chacun fait ce qu'il veut, sauf empiéter sur la liberté d'autrui, et on fait société comme ça. Et selon lui, c'est la base du libéralisme. Ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'à partir de ce moment-là, ça crée une situation au sein de laquelle chacun doit construire son propre sens de la vie, c'est-à-dire sans modèle unique et surtout sans norme à laquelle il peut être comparé. Et ça, c'est l'essor du singularisme. Martuccelli en fait un concept en disant la société singulariste, la société moderne, c'est une société au sein de laquelle les individus cherchent à être uniques et incomparables. Et c'est justement cette incomparabilité qui justifie qu'aucun jugement ne peut être opposé comme objectif, qu'aucune structure sociale, culturelle ou biologique peut s'imposer à l'existentialisme de l'individu et limiter sa représentation de la réalité. Et tout ça, c'est sous-tendu par l'épistémologie néo-kantienne, c'est-à-dire l'épistémologie qui resépare le subjectif de l'objectif. Alors pour conclure, quelles conséquences sur le psychisme? Et bien justement, sur le plan de la personnalité a priori, archétypale de notre société, ça va avoir des conséquences sur le rapport à la réalité. Et encore une fois, sur l'espace transitionnel, parce que ce subjectivisme radical, il vise dans le concret à dire l'individu réduit sa réalité à ce qu'il perçoit. Et sa perception, ça devient la réalité. Le monde est ma représentation, ça c'est une citation de Schopenhauer que Sartre avait repris, et qui traduit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire l'individu est repoussé vers un fonctionnement autarcique. Ça veut dire qu'il retourne vers la performativité des énoncés. Ce qu'il pense, c'est la réalité. Son monde interne détermine le monde externe. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'équivalence psychique. Ça implique la fin de la transitionnalité de l'environnement parce que l'effet transitionnel, c'est la communication entre ma subjectivité et le monde objectif. Mais s'il n'y a plus de monde objectif et que tout est subjectif, je reste enfermé dans ma subjectivité. C'est ce que Kluskar appelle en épistémologie le grand renfermement néo-kantien. L'individu est repoussé vers son monde psychique interne, vers le retrait intrapsychique de la subjectivité et que la subjectivité. Donc on rebrousse ce chemin et on remonte jusqu'à avant Kant, et ça entraîne une fragmentation épistémique, c'est-à-dire un relativisme épistémique où tout dans mon environnement est soit imposition de ma subjectivité ou souffrance de votre subjectivité. Et ça isole les individus dans leur propre monde perceptif et subjectif, et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, en enfermant les gens dans leur propre subjectivité, on ne fait pas la promotion structurelle du délire. Le délire, selon André Bolzinger, c'est trois choses. C'est croire, se croire et s'y croire. Croire parce que délirer, c'est adhérer à un énoncé de façon très importante. Se croire parce qu'on délire toujours plus ou moins à propos de son identité. Et s'y croire surtout parce que s'y croire, ça tient à l'infatuation du délirant, c'est-à-dire à la suffisance, au sens littéral du terme, du délirant, qui n'a besoin que d'énoncer sa subjectivité pour la croire réelle. C'est pour ça que c'est difficile de sortir un délirant du délire, c'est parce qu'il a besoin que de son avis subjectif pour savoir que c'est la réalité. Il n'a pas besoin de la validation par une autre subjectivité ou par l'objectivité du monde. Et c'est là la différence avec la structuration narcissique. Le narcissique, bien qu'il ait un rapport qui soit vicié avec la réalité, comme on l'a vu, il reste dépendant de la validation par la subjectivité d'autrui. C'est en ça qu'il est coincé dans une quête paradoxale de la subjectivité, c'est-à-dire qui clame sa capacité à se déterminer subjectivement, mais en même temps, il a besoin de la subjectivité d'autrui pour éprouver un sentiment de réalité. Un exemple qui est assez paradigmatique de ça, qui n'a pas à voir directement avec la clinique narcissique, mais je trouve qu'il image bien la chose, c'est, j'ai croisé pas mal de patients dysphoriques de genre, qui venaient pour des symptômes liés avec leur dysphorie de genre, et qui expliquaient très bien que le vécu qu'ils avaient de leur genre et leur identité était fondé sur leur vécu subjectif du genre qu'ils avaient, et qui n'était pas, selon leurs termes, assigné avec le sexe qu'ils avaient à la naissance. Donc ils clamaient que cette subjectivité était suffisante pour ressentir
un sentiment de réalité. Mais en même temps, ils étaient tous particulièrement attachés à la question des pronoms qu'on utilisait pour les nommer. Et ils expliquaient très bien que quand quelqu'un ne les nommait pas par un pronom qui était aligné sur leur genre, ils avaient un vécu très douloureux de destruction et de déréalisation de cette identité. Et ça montre bien le paradoxe de la subjectivité, qui est que clamer sa réalité psychique comme suffisante pour construire une réalité, le subjectivisme radical, demande quand même une validation par autrui pour éprouver un sentiment de réalité, c'est-à-dire une certaine objectivation du subjectif. Et ça, c'est typiquement le fonctionnement épistémique du narcissique, c'est-à-dire le tiraillement entre le repli dans l'idéalisme subjectif et en même temps une dépendance même exagérée à l'intersubjectif. Ça, d'ailleurs, Martuccelli le retrouve dans son étude sociologique, puisqu'il dit que l'époque du singularisme, elle se distingue avec l'individualisme classique de Tocqueville, dans le sens où l'individu singulariste a quand même besoin d'une reconnaissance sociale, parce que la singularité nécessite une interaction avec autrui pour être reconnue. Donc c'est une quête qui est paradoxale. Et à partir de ce moment-là, la question qu'on se pose, c'est quel chemin épistémologique on prend au niveau de la société. Soit on maintient une coupure stricte entre la subjectivité des individus et l'objectivité de l'environnement, et dans ce cas-là, si on force un peu le trait, il n'y a que deux solutions psychiques à ça. Soit on reste dans l'autarcie narcissique, c'est-à-dire que des gens clament qu'ils sont capables de fonder leur réalité simplement sur le subjectif, mais qu'en même temps ils restent très liés, voire trop liés à la validation intersubjective. Soit ils se coupent complètement de cette validation intersubjective et de l'environnement objectif, et là ils s'enferment dans la subjectivité, et là c'est ce qu'on appelle le délire. Donc soit on reste dans ce chemin épistémologique, soit on essaie d'en sortir par la réunion des contraires, par ce qu'avait fait Kant, c'est-à-dire la synthèse dialectique du subjectif et de l'objectif, c'est-à-dire réarrimer épistémologiquement les individus à la réalité objective. Et ça, en fait, c'est ce qu'on fait avec la psychothérapie, c'est réarrimer les individus par la psychothérapie à la réalité objective. Voilà les deux chemins qu'on peut essayer de tracer. Il y a l'augmentation aussi de la prévalence de la personnalité paranoïaque, pas seulement du narcissisme, ce qui est totalement compatible avec cette deuxième position que je parle, où la personne s'enferme complètement, coupant complètement le lien à la subjectivité de l'autre. Et les deux augmentent en prévalence. Ok. Donc c'est très bien que tu présentes. Bon, parce bah, que je me dis, il y a ça aussi comme élément étymologique. Ok, pardon. J'ai fini de toute façon. Ah oui, d'accord. Voilà, j'ai globalement fini tout ce que je voulais vous dire. Donc l'idée c'était, après tout ça c'est des détails, mais l'idée c'était vraiment d'essayer de voir sur un plan infrastructurel comment la société peut tracer des traits dans la personnalité un peu a priori de l'époque moderne, et comment après une société qui est constituée de gens qui sont traversés par ces traits-là vont réagir sur le plan culturel à travers justement la philosophie qu'ils vont sélectionner, l'épistémologie qu'ils vont sélectionner, le rapport au monde qu'ils vont sélectionner. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce sujet. Très bien, merci. Est-ce qu'on fait une pause? Qu'est-ce qu'on fait? On enchaîne? Ok, bon, je vais essayer. Je vais essayer de. Alors, l'idée, c'est que Valentin n'est pas formellement jungien, mais je pense que son âme est quand même pas mal alignée avec Jung. Je sais pas, je dis. Mais parce qu'il n'est pas jungien, on s'est dit, bon, on fait un petit commentaire à sa thèse avec un point de vue jungien. Je me sens très gêné parce que je pense que la sophistication de ce qu'il a dit va pas être, comment dire, je pense que je vais faire quelque chose de très, très simple et très court, qui va pas faire éloge au détail et à la spécificité de la thèse Valentin. Par contre, je pense qu'on peut faire quelques ponts avec la théorie jungienne. Prenons certains concepts que j'ai notés, cette question de l'extradétermination, l'excès paradoxal de dépendance à la subjectivité de l'autre, dépendance à autrui finalement, qui est déniée dans le narcissisme. Le mépris par la contrainte du réel, c'est-à-dire le réel m'impose des limites, mais moi je vais les nier ces limites, je vais construire ma propre réalité. La dégradation du lien précoce qui permettrait la construction d'un espace transitionnel, c'est-à-dire je suis l'enfant, je veux tout faire, maman me laisse pas,
j'ai mon doudou, ça me soulage et je fais paix avec maman avec ça. Et progressivement, je peux supporter des frustrations de plus en plus conséquentes pour moi, tout en restant dans mon intégrité, dans mon psychisme assez intact. En tout cas, j'évolue en lien et dialogue avec la réalité de façon qui soit en congruence avec cette réalité. Que tu parlais que la dégradation de l'espace transitionnel pourrit ce processus, quoi. Aussi, tu parlais de l'intolérance à la normalité. Tu n'as pas dit ça comme ça, mais je pourrais le nommer aussi l'intolérance au banal. Ça, je trouve intéressant ce concept de banal, parce que banal, dans le grec, veut dire, je pense que l'origine est grecque, peut-être je me trompe, je m'excuse, c'est pas grec. Parce que banal, c'était par commande d'une force supérieure. Ça veut dire, une instance supérieure commande, me déclare que je dois faire quelque chose. Et donc, je suis banal quand j'obéis à une force extérieure, quand je suis soumis à cette force extérieure par ma propre volonté. Donc, l'intolérance au banal, c'est quand même assez caractéristique. Cette clôture dans la subjectivité narrative de son propre monde interne et la disrupture, je ne sais pas si ce mot existe en français, mais je l'aime beaucoup, disrupture de la fonction transcendante, c'est-à-dire l'espace transitionnel, pour moi, c'est aussi quelque chose en lien avec la compatibilisation entre deux opposés. Moi et l'autre sont opposés parfois. On n'est pas d'accord. Donc, je dois synthétiser ce lien de quelque part. Et donc, je dois construire mon monde avec cette transition. Et donc, on va commencer par une histoire américaine, parce que j'ai l'impression que c'est peut-être la société qui a plus impacté, en tout cas, le début, c'était pas mal, la société américaine. On va commencer par un roman, William Faulkner. Je parle beaucoup en termes d'histoire, de livres, c'est un peu comme je pense, et je pense que ça fait plus jungien quand même, de penser comme ça. Donc, William Faulkner, il a gagné le prix Nobel, probablement par ses deux œuvres, The Sound and the Fury et Absalom, Absalom. Et c'est sur Absalom, Absalom qu'on va parler, qui détaille l'ascension et la chute de Thomas Sutpen, un homme blanc, né dans la pauvreté de Virginie occidentale, qui déménage au Mississippi dans le double objectif de s'enrichir et devenir un puissant patriarche familial. L'histoire est entièrement racontée sous forme de flashback racontés principalement par Quentin Compson. Mais il y a d'autres personnages, il y a 40 personnages, c'est fou, quoi. C'est hyper difficile de lire exactement parce qu'on a de la peine à suivre le fil conducteur, parce que, un, c'est pas chronologique, deux, on ne sait jamais de qui parle, quand il parle et de quoi il parle. Donc, il faut vraiment s'y mettre, c'est assez dense, je trouve. Mais ce qui est intéressant, c'est, je pense que William Faulkner a construit ce roman de cette façon-là pour nous donner aussi l'impression qu'on ne sait pas ce qui se passe vraiment dans le réel. On ne connaît pas vraiment l'histoire. On connaît le récit de l'histoire de cette personne, ce qui est très typiquement narcissique. Le narcissique, on ne sait jamais s'il dit la vérité ou pas. On ne sait jamais si son passé qu'il raconte, c'est de vrai, ou c'est une reconstruction grandiose de son passé. Et c'est très intéressant parce que William Faulkner nous donne cette impression de, il y a un énorme mythe autour de ce personnage, mais on ne sait pas très bien qui il est pour de vrai. Il y a différentes versions, il y a même des versions qui se contredisent. Donc, Thomas Sutpen, son visage, c'est ce qu'il dit, son visage était maigre, la chair un peu molle, comme s'il avait été déboutonné de l'intérieur, sa barbe grisonnante et hirsute, ses cheveux encore épais mais devenant gris. Ses yeux étaient comme des canons de pistolet. Pas mal. Et la couleur des nuages d'orage. Et sa voix était dure et peu forte, parlant la langue dure, clairsemée et curieusement appropriée de ses ancêtres. Mais quels ancêtres? Voilà. Tout de suite, ce personnage crée l'histoire qui a des ancêtres. Il a cette fierté de sa dureté. Il est présenté comme un personnage sans aucune empathie, extrêmement violent dans le contact avec autrui. Mais dans son origine, son histoire d'origine, c'est ça. Il a dit qu'il n'était qu'un garçon à l'époque et que lui et les autres enfants non seulement ignoraient les uniformes et les sphères d'influence des hommes blancs, mais qu'ils ne savaient même pas qu'il y avait des hommes blancs qui n'appartenaient pas au même genre du monde dans lequel ils vivaient. Regardez, il y a un décalage énorme entre sa condition et la découverte de toute une autre condition du réel. Il y a des hommes qui ne vivent pas comme moi, qui ont du pouvoir, qui ont de l'argent. Moi, je suis peur, je suis blanc. Les Africains qui sont avec moi,
ça je comprends, ils sont des Africains, mais moi je suis blanc. Et ce choc pour lui, qui est le thème de ce livre, c'est le racisme, c'est le capitalisme, c'est le besoin de pouvoir et de gagner sa vie avec l'argent et d'assumer le pouvoir et sa valeur publique à travers l'argent. Et donc, il se choque. Donc, jusqu'au jour où il se présentait à la porte d'entrée de cette grande maison pour porter le message, et ce noir, et ils utilisent dans ce livre beaucoup le N-word, le mot très dénigrant pour nommer des personnes d'origine africaine, lui a dit d'aller à l'arrière. Donc, il y a un esclave qui lui dit, écoute, tu ne peux pas rentrer dans la porte principale, va par l'arrière, tu n'es qu'un garçon très pauvre. Ils se sont profondément humiliés. Il a dit que c'était la première fois qu'on lui faisait savoir qu'il y avait certaines choses qui lui étaient impossibles d'obtenir à cause de ce qu'il était. Donc regardez, dans le dialogue avec le réel, il y a quelque chose qui est interdit. Totalement interdit. Impossible de surmonter. Il n'y a pas de possible négociation avec ça, avec surtout un énorme sentiment d'humiliation dans cette condition. Donc, une première phénomène qu'on voit, c'est la réalité est perçue comme rejetante de sa condition, de lui comme individu. Il n'est pas à la hauteur. Donc, il est, en tant qu'individu, il ressent que la réalité le rejette. Donc, il a une disrupture humiliante de sentiment d'appartenance. Il y a tout au monde où il ne peut pas appartenir. Et le sentiment d'appartenance, c'est probablement le principal facteur de résilience psychologique connu aujourd'hui. Alors, il a dit que c'était la première fois qu'il pensait cette différence entre les hommes, ceux qui avaient le pouvoir et ceux qui n'avaient pas. Et il a dit qu'il savait que son père n'y avait jamais pensé, n'en avait même jamais soupçonné la nécessité. Son père, c'était un homme qui travaillait tous les jours. Il gagnait sa vie, quasi un esclave. Et il ne se reconnaissait pas dans cette attitude passive de son père. Il ne s'identifiait pas à cette attitude de son père. Donc, de nouveau, je parlais d'un code moral qui nous est injecté par héritage. Il refuse ce code moral. Il dit, je ne reconnais pas cette moralité de mon père. Je ne vois pas sa valeur. Donc, il y a un rejet du père aussi, le manque d'identification au père, soit par l'ambition, la destructivité naturelle de l'enfant, ou l'abandon d'un père déprimé, perçu comme faible, peu sécurisant, pessimiste, sans joie, sans jeu, qui fait que travailler, malheureux. On n'a pas trop envie de se identifier à quelqu'un comme ça. Donc, rejetons de la réalité. La réaction de l'enfant qui voit un père comme ça rejette cette réalité. Donc, c'est pas que la réalité est perçue comme rejetante, c'est lui qui commence à rejeter la réalité aussi, de retour. Je ne peux pas appartenir. Cette réalité, ça ne me convient pas. Donc, il y a une disrupture grandiose du sentiment d'appartenance. Donc, il y a une disrupture précédente humiliante, la réalité ne veut pas de moi, il y a, comme conséquence, je la rejette grandiosement. Je la fais payer aussi pour ça. Donc, je construis ma morale. Donc, il parlait, regardez, qu'est-ce que ça donne dans ce personnage, bien sûr. Thubten, il parlait de l'innocence des enfants. Il a dit que l'innocence était l'innocence parce qu'elle ne connaissait rien du meurtre, de la luxure, de l'automutilation et des mensonges, mais que ce n'était pas aussi important ce qu'un homme croyait pouvoir faire à l'innocence. C'est quand même assez tordu. Il voit l'innocence plutôt comme pas en valeur morale, quelque chose à préserver, mais comme un outil qui peut être utilisé pour pervertir l'autre. Si tu es innocent, ça me convient très bien. Donc il devient absolument violent, cet homme, il devient narcissique par définition, avec des traits psychopathiques. Donc, deux épisodes importants. Thubten épouse une femme riche, Eulalia Bonne, et un fils, Charles Bonne. Cependant, après avoir découvert qu'Eulalia a des ancêtres noirs, il les abandonne, craignant que leur origine raciale n'entache ses ambitions d'une dynastie de sang pur du Sud. Donc, il abandonne sa femme et son enfant parce qu'ils ne sont pas de pur sang blanc. Thubten a plus tard une fille, Judith, et un fils, Henri, avec sa seconde épouse. Lorsque Charles Bonne, son fils abandonné, courtise plus tard Judith, ignorant qu'ils sont demi-frères et sœurs, Thubten refuse de reconnaître Charles et pousse Henri à le rejeter également. Donc, son fils de sang pur, il le tourne contre le fils qui n'était pas de sang pur. Et bien sûr,
Son pragmatisme froid entraîne des conséquences dévastatrices. Henri tue finalement Charles pour maintenir la pureté raciale de la famille, détruisant ainsi le rêve de Sultan d'une dynastie durable. Parce qu'il va en prison, et je veux dire, ce qui se passe, c'est la destruction de la famille qu'il a autant ambitionnée. Donc, l'ombre du père, comme vous voyez, il rejette son père, il ne s'identifie pas à son père, et cette ombre qui l'appartient tombe sur ses enfants, que dans sa grandiosité ont des actes violents contre des autres femmes. Et ça se perpétue. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Absalom, c'est un titre quand même original, on se pose la question d'où ça vient. Et le raisonnement que je vous présente aujourd'hui, c'est un peu dramatique ce que je vais faire, mais j'ai hyper envie de partager ça avec vous. Une petite musique de 2 minutes. La réflexion a commencé par cette musique, où je réfléchissais à cette présentation qui avait été décidée déjà en décembre, et par coïncidence, je tombe sur cette musique et quelque chose émerge. Donc, ça c'est les paroles. Ça, c'est beau, hein? Eric Whitacre, le compositeur de cette musique, il est considéré un compositeur un peu quiche. Mais il s'est sorti avec 2 ou 3 pièces comme ça assez jolies. Il est connu surtout pour un projet qui s'appelle Virtual Voices, où il a rassemblé au plus près 4000 images de personnes à chanter. Il a mis ensemble dans un énorme chorale virtuel. C'est assez phénoménal. Bon. Et ça parle de cet épisode-là. C'est un épisode biblique qui parle du roi David et son fils Absalom. Absalom est décrit comme ça. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année qu'il se rasait parce que sa chevelure lui pesait. Les poids de cheveux de sa tête étaient les 200 cycles poids du roi. Donc, très beau son fils, parfait. Ça fait penser à la description, une autre description. Il réunissait les charmes de l'enfance aux fleurs de la jeunesse. Les nymphes voulurent lui plaire. Plusieurs jeunes déotiens recherchent son amitié, mais à des grâces si tendres, il joignait tant de fierté qu'il rejeta tous les vœux qui lui furent adressés. C'est la description de, vous savez de quoi? Narcisse, dans le mythe de Narcisse. Donc c'est curieux pourquoi la Bible choisit, ou la personne qui l'a écrit a choisi quand même de décrire Absalom comme physiquement parfait. Je trouve toujours intéressant les détails de ces histoires. Pourquoi ça fait du sens comme ça?
Amnon, son demi-frère, viole la sœur de Tamar. Sa sœur Tamar, pardon. Donc 3 fils du roi David. Absalom s'enrage avec l'inaction de son père. La perception que sa souffrance et celle de sa sœur ne sont pas considérées, c'est perçu comme une réalité rejetante. Il y a un père qui reste sans action devant un fait extrêmement violent. Absalom ne se voit pas reconnu dans sa souffrance, parce qu'il était décrit comme très empathique avec sa sœur. Il y a une disrupture humiliante du sentiment d'appartenance. Donc, j'appartiens pas au monde où un père voit un de ses fils violer sa sœur et il fait rien. Et bien sûr, le contre-coup typique, Absalom s'enrage avec l'inaction de son père, il rejette la réalité avec une disrupture grandiose du sentiment d'appartenance, c'est-à-dire il décide de séduire le peuple d'Israël dans une guerre contre le roi David. Et ce qui se passe, c'est ça. Il venge sa sœur Tamar en tuant son demi-frère, Amnon, et là on comprend pourquoi le roman de William Faulkner s'appelle Absalom, Absalom. Il y a aussi ce phénomène de un père qui n'agit pas, une manque d'identification, et un fils qui tue l'autre fils. Il s'enfuit, mais ensuite ramené à Jérusalem grâce aux efforts de Joab. Il retourne progressivement le peuple d'Israël contre le roi David, utilisant sa beauté et son pouvoir de séduction et d'empathie, en promettant des choses au peuple d'Israël, en écoutant leurs problèmes, en leur validant leurs besoins. Et sa rébellion conduit une guerre civile au cours de laquelle il est finalement vaincu de cette manière-là. Absalom se trouve en présence des gens de David, il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sur les branches entrelacées d'un grand térébinthe et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe par les cheveux. Donc ces cheveux qu'il devait couper toutes les années parce qu'ils étaient extrêmement beaux et lourds devient la chose qui se mêle avec l'arbre et il reste bloqué par l'arbre. Roi David avait donné l'ordre qu'il ne faut pas toucher à mon fils. Mais bien sûr, d'autres soldats qui voyaient la chose n'avait pas entendu cet ordre et il tue Absalom parce qu'il était complètement exposé, pendu par ses cheveux dans l'arbre et avec des flèches, il le tue. Et ce qui est intéressant, c'est que la description biblique de la souffrance du roi David suite au décès d'Absalom est très détaillée. La musique a 2 minutes, ce que je vais présenter, en fait, la musique a 17 minutes. Tous les autres 15 minutes sont la répétition sans cesse de mon fils, mon fils, mon fils, Absalom, avec la même harmonie. Ce que je trouve extrêmement touchant parce que ça déclare exactement la souffrance d'un père voir son fils mourir. Ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est que Absalom doute de son père. Il ne voit pas cet amour. Il conçoit la possibilité que son père souffre pour lui. Il coupe le lien par manque d'identification et il arrête d'imaginer la possibilité que son père l'aime de cette façon-là. Donc, une des difficultés dans le narcissisme, c'est exactement de s'enfermer dans sa subjectivité et de nier complètement la possibilité que l'autre est lié à nous et qu'on appartient à la même communauté. Donc, l'autre, la subjectivité de l'autre, sert seulement à confirmer la mienne. Mais je ne peux pas imaginer qu'il en souffre de quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que Christ il flirte avec la même idée. Dans le pinacle de sa souffrance, il se doute. Il dit, mon père, il ne dit pas comme ça, mais pourquoi tu m'as abandonné? Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se laisse pas aller dans cette croyance, dans cette conviction. Tout de suite après, il dit, à toi je laisse mon âme. Donc il répare tout de suite ce doute. Il essaye tout de suite de réparer le lien au père, en disant, malgré cette souffrance, malgré le sentiment de rejet de la réalité, malgré l'humiliation, malgré le fait que je pense que tu n'es pas là, je vais croire que tu es. Et je pense que c'est plutôt cette dynamique qui s'installe. La réalité qui est perçue comme rejetante, humiliante, avec la réponse grandiose de rejet de cette réalité, donc la subjectivité de l'autre, de limite la réalité, qui amène cette dynamique à une rupture du sentiment d'appartenance, je n'appartiens pas. Je suis dans mon propre monde, clôturé dans ma propre subjectivité. Je suis le créateur de mon propre monde, qui amène bien sûr un sentiment de solitude et de vide, parce que je ne suis plus en lien avec le réel. La perte de foi, d'une façon très poétique, avec une rupture de la fonction transcendante.
Et que bien sûr, plus je suis isolé, plus je perçois la réalité comme rejetante, plus je la rejette. Et c'est cette boucle infernale du narcissisme. Ça, pour faire un peu le pont avec comment on peut comprendre dans le monde jungien, ce que tu parlais de l'individu extra-déterminé, de la rupture, de l'absence d'espace transitionnel. Voilà, c'est ma tentative en 20 minutes de vous faire un petit peu le pont avec comment on peut concevoir le narcissisme dans le monde jungien. La question, c'est, j'ai fait une série de 3 séminaires de 2 heures chaque, donc on peut parler de narcissisme du point de vue jungien pendant 6 heures, ça va très bien. Donc 20 minutes, ça va. Merci.